vos secteurs d'activité tendance en termes de disruption. Des modèles innovants qui font en sorte que les acteurs traditionnels font face à un rapport de force qui a changé et finalement transformer leur modèle économique par un contexte de digital. J'aimerais interpeller mes chers panélistes par rapport à la chaîne de valeur de construction. Quelles sont les tendances en termes de modèle économique et quelles sont les tendances en termes de players locaux qu'on risquerait de voir émerger, ferait que des grandes entreprises peut-être représentées aujourd'hui seront amenées à se réinventer. Et si Borhan pour nous répondre à cette question. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Voilà, donc concernant le modèle économique, mais avant tout ça, il y avait un point qui était très important qui n'a pas été partagé tout à l'heure sur l'expérience client. Surtout, le client, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'instantanéité de l'information, il cherche aussi de la personnalisation. C'est un mot qui n'a pas été partagé tout à l'heure et je précise que c'est une brique très importante, juste pour passer rapidement sur la partie d'expérience client. Sur les modèles économiques, autant que collaborateur chez Palmer et Développement, ce qu'il y a, c'est que le modèle économique, il est en mutation continue. Il évolue vers un modèle économique qui est disruptif, qui est porté par les nouvelles technologies, que ce soit de la digitalisation ou autre, et que ça ne nécessite pas juste de lancer une application mobile ou une application flottante comme ça et dire qu'on est dans l'ère du digital. Ça va au-delà de tout ça. C'est une mise à niveau des systèmes métiers qui sont en interne, c'est une cohésion entre différentes directions support qui apportent la valeur en interne au métier interne à l'entreprise, apporte une certaine valeur ajoutée aux clients. Le business model, il tourne autour de ça. C'est un écosystème entre plusieurs briques qui apporte une vraie valeur aux clients, que ce soit de la personnalisation, que ce soit l'instantanéité de l'information ou autre. Donc, je pense que la réinvention, revisiter un business model au sein d'une n'importe quelle structure, c'est toujours porté par une stratégie qui est défendue au niveau. Qui est défendue au niveau du top management et qui est en action vis-à-vis des directions porteuses de cette vision. Donc, je dirais aussi que avant il y avait une révolution industrielle, maintenant il y a une révolution immobilière avec l'introduction de différentes composantes qui permettent de raccourcir les délais, d'être plus transparent vis-à-vis de clients qui achètent des biens immobiliers ou autres, ou qui souscrivent à des services, etc. Donc, cette locomotive qui tire ce business model vers une nouvelle ère, c'est toujours la digitalisation. Et comme je disais tout à l'heure, une digitalisation, c'est toujours une déclinaison entre différents process, mise à niveau, revisitée, que ce soit du user experience ou autre, UX ou autre, et qui sont traduites dans une vraie valeur ajoutée chez les clients. Je dirais au niveau du Palmer immobilier, on est en train de lancer une application de personnalisation de biens, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir tout à l'heure dessus. Mais au-delà de tout ça, je vois des visages familiers ici comme chantier moderne, qui nous accompagne sur la partie BIM et sur la partie collaborative au niveau des chantiers. Parce que tout à l'heure, il y avait plein de définitions intéressantes concernant le BIM, le SIM, etc. Mais ce qui est important au niveau des chantiers, c'est tout ce qui est collaboratif. Ce qu'il faut retenir sur ça, c'est qu'au-delà du BIM, la maquette virtuelle où on peut avancer dessus, zoomer, dézoomer, etc., c'est le collaboratif qui prime. C'est tout ce qui est relié entre maître d'œuvre, maître d'ouvrage et l'entreprise. Si cette collaboration elle est efficace et efficiente, les délais sont raccourcis et la valeur est créée chez le client. On tient nos délais, on livre à temps et on reste dans les budgets définis en amont. Donc en gros, c'est ça, c'est la définition, la réinvention du business model, elle est toujours arrivée par une technologie qui est porteuse de valeur ajoutée vis-à-vis des clients. Merci. Merci beaucoup, Borhan. J'aimerais interpeller un mordu d'innovation et un passionné de start-up. Je sais qu'il suit de très près ce qui se passe soit au niveau local, soit en termes de tendance internationale, en termes d'innovation, de start-up dans plusieurs secteurs. C'est Karim. Par exemple, là, on a vu émerger il y a quelques temps une start-up assez intéressante en France, pilotée par une Marocaine, et qui fait de la promotion immobilière de façon collaborative. D'accord? Un modèle un peu disruptif qui s'appelle Lokiz pour la promotion de biens immobiliers par les particuliers. Un modèle un peu à la Airbnb de la promotion immobilière.
qu'est-ce qu'on pourrait voir aujourd'hui ou demain comme modèle un peu disruptif? Dans la limite, on peut avoir une disruption au Maroc qui menacerait des entreprises déjà ancrées sur le marché. Que doivent faire ces entreprises pour toujours maintenir le cas et toujours rester viable dans cette chaîne de valeur? D'accord, vous parlez à un groupe de promotion immobilière, donc c'est quand même compliqué. La promotion immobilière, comme vous le savez tous, est un métier extrêmement capitalistique. Le moindre projet, c'est tout de suite 200, 300, 400, 500 millions de dirhams. Donc, si vous posez la question de dire est-ce qu'une start-up peut venir nous disrupter, oui, il faut qu'elle lève 1 milliard de dirhams pour pouvoir le faire. Construire, il faut pouvoir aménager un espace urbain. Ce qu'on ne dit pas assez, nous, les promoteurs immobiliers, c'est que quand on fait le calcul de l'ensemble des projets qu'on a réalisés, en tout cas les membres de la FNPI, on se rend compte que 25% des projets sont des projets dédiés à l'aménagement urbain. Je reprends ce que tu disais Reda tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ne servent pas directement les intérêts du promoteur immobilier, ils servent la collectivité. Et ça, on ne le dit pas assez. Pour revenir à votre question, le modèle disruptif d'une start-up dans la promotion immobilière, je le verrais plutôt dans un modèle de levée de fonds. Parce que c'est très capitalistique, ne nous voilons pas la face. Si une start-up devait concurrencer un promoteur immobilier demain, ce serait en faisant du crowdfunding, par exemple, pour lever des fonds, pour construire des projets immobiliers. Ce serait leur capacité d'atomiser leurs projets à travers des levées de fonds, toujours l'argent, parce que c'est le moteur d'un promoteur immobilier, pour en faire dans des endroits différents du monde ou dans des endroits différents d'un pays. Moi, je me souviens, notre groupe GTSECAN a été un des premiers promoteurs à partir en Afrique depuis 20 ans. Nous avons eu beaucoup de problèmes et nous avons été obligés d'appliquer des technologies distantes il y a 20 ans. Et je me souviens que j'avais dit à mon architecte, je veux que tu puisses me faire visiter le chantier en mettant une espèce de caméra sur ton casque. Je parle il y a 20 ans, hein, et je veux pouvoir voir à distance ce qui se passe. Et ça a fonctionné. Bon, on était dans des pixelisations très très basses, mais on arrivait quand même à regarder, à être nous-mêmes promoteurs immobiliers avec mon équipe en immersion du suivi de chantier. Donc, une start-up, oui. Dans la promotion, liée toujours à l'argent, parce que c'est très capitalistique. Par contre, effectivement, pour l'exemple que vous citez, dans la vente, là, il y a de la place. Là, on peut considérer demain que nos groupes immobiliers, le mien, Palmeret, d'autres, délèguent à l'extérieur à des gens qui sont extrêmement pointus, beaucoup plus que nous, la vente de nos projets. Ça se fait déjà à travers des agences immobilières très bien équipées pour ça. Demain, effectivement, des startups pourraient s'équiper ou avoir des solutions dotées d'intelligence artificielle qui vont aller chercher avec les GAFA, par exemple, des profilages de clients que nous, on n'est pas capable d'avoir, de remonter des bases de données extrêmement pointues pour savoir qu'un gars, il a acheté il y a 20 ans, il est capable de racheter un logement en deuxième achat. Donc, toutes ces techniques-là, qui sont à la fois des techniques d'hyper-profilage marketing, oui, on peut considérer qu'une start-up peut disrupter des opérateurs immobiliers. Une autre question que j'aimerais poser à nos panélistes. Par exemple, en France, la SNCF, par un risque de disruption causé par les modèles collaboratifs de location de covoiturage comme Blablacar, a dû anticiper et essayer de se réinventer en investissant sur une start-up de location de voitures entre particuliers, comme un moyen de lutter contre la disruption. Et donc, il commence à dévier un peu dans la limite, on peut appeler ça déviation, du modèle ou du positionnement de la proposition de valeur historiquement servie. Un autre exemple, un autre secteur d'activité, celui du groupe Accor Hotel. Accor Hotel, par un risque de disruption causé par Booking, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur propre marketplace et ils ont commencé pour la première fois à couvrir des hôtels qui n'appartiennent pas à la marque Accor Hotel, mais des villes qu'ils considèrent comme stratégiques, et ils les ont mis sur cette application, sur ce marketplace, et pour la première fois, ils seront transformés en un marketplace qui vend d'autres hôtels à part
les hôtels Accor-Hôtel. Et maintenant, je vais faire le parallèle avec votre secteur d'activité, avec toute cette chaîne de valeur. À quoi ressembleraient les entreprises, soit auxquelles vous appartenez, ou là avec qui vous travaillez principalement pour rejoindre l'argument avec lequel je suis d'accord de Karim, en termes de promotion et de vente, et quels sont les changements que des grandes structures seraient amenées à faire en termes de fonctionnement, toujours pour faire le parallèle avec les exemples cités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sentirait de répondre à cette question? C'est un point très pertinent ce qu'il a partagé Karim, parce que je pense qu'il y a plein de startups qui peuvent apporter une vraie valeur ajoutée aux promoteurs immobiliers. Il a évoqué le point de l'intelligence artificielle. Je prends l'exemple encore une fois de Palmeraie Développement. On a recours à ce genre de choses pour avoir des chatbots intelligents qui targetent des personnes précises, qui rentrent en communication avec, qui drainent du flux vers les showrooms, etc. Donc je pense que c'est des couches qu'il faut adopter, qui ont une vraie valeur ajoutée et qui sont portées par des startups. Pas au niveau de... Je dirais, il ne faut pas les limiter juste à lever de fonds ou une délégation de construction ou autre, mais au-delà de tout ça, c'est que drainer réellement du flux, faire du data science dessus, capitaliser sur les données, et plein de données, une armada de données derrière, sans information qui est compilée derrière ces données, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est l'information qui vient des données, qui est backbonée avec l'intelligence artificielle ou data science ou autre, qui crée de la valeur vis-à-vis des clients. Une autre question très rapide. Par exemple, la stratégie d'Accor-Hôtel de se dire pour lutter contre la disruption, moi je vais aller chercher des hôtels qui ne m'appartiennent pas pour le mettre dans cette application comme un moyen de pérenniser mon modèle et de lutter contre Booking.com. Par exemple, est-ce qu'on verrait, et pourquoi sinon, une entreprise comme Palmeraie Développement ou d'autres constructeurs et promoteurs immobiliers avoir des marketplaces, des outils, des produits digitaux pour vendre d'autres constructions, d'autres produits à part les leurs. C'est Habib, et après c'est Reda en complément. Merci. Je suis loin du domaine. Par contre, j'ai peut-être l'obligation de par mon travail de toujours faire une approche systémique. Si on veut, alors, du fait que le futur se construit maintenant, il faudra regarder la chaîne de valeur de manière très critique et quelque part enlever le blouson d'équipe d'appartenance par rapport à ce qu'on appellerait au jour d'aujourd'hui un vivier métier. Honnêtement, à l'exception de l'acte artistique, toute la chaîne de valeur, quelque part, pourra disrupter en connaissance de ce qui existe au jour d'aujourd'hui autant que technologie. Donc, M. Reda n'ayez crainte. Mais c'est vrai que la conception, l'architecture, la donne artistique au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore d'alternative aux machines qui est capable de faire ça. Par contre, si la viabilisation de la ville de demain, si l'urbanisation est opérée complètement différemment, quelque part on prépare le territoire pour une urbanisation, je verrais volontiers des robots en train de faire ça et de bâtir de la villa, du R+5 et au-delà. Maintenant, effectivement, c'est une problématique financière en premier et en dernier. Le crowdfunding est une alternative. Le crowdfunding... Ce que je veux dire. Donc du coup, moins j'ai de sur site, mieux la collaboration s'est faite d'une manière virtuelle. It makes sense? Donc du coup, c'est ce collaboratif, qu'il soit intégré ou collaboratif d'une instant T, comme tu as dit, la personnalisation de la donnée, on n'a pas dit, c'était le but. Parce qu'une fois que la donnée est personnalisée, c'est que la personne qui l'a en possession a le droit de choisir si elle est partagée ou pas. C'est pour cela que dans le milieu collaboratif, que ce soit dans l'immobilier, comme avait dit Karim tout à l'heure, qu'on a la possibilité de faire appel, le mot très à la mode qui est start-up depuis quelques temps, comme la Smart City, dont on va en parler. Donc cet effet de mode, moi je préfère l'idée des petites entreprises qui elles ont plus cette approche logique. L'idée est toute simple. Je donne un exemple. J'ai un musée qui se trouve dans un pays où j'ai des difficultés
opportunités à gagner, que ce soit le prix du billet, ou les visas, ou les histoires de déplacement, etc. Ben, il y a un musée sympathique. Donc j'ai la possibilité de rentrer sur une plateforme numérique, mettre mon casque et payer ma petite balade. Donc là, c'est un service que j'ai réussi à obtenir sans même me déplacer. Non pas à partir d'un bureau, etc., mais juste à partir d'un petit téléphone. L'idée globale, avant d'arriver même, comme on dit, aux espèces de robots qui construisent les bâtiments, bon, c'est vrai qu'on a vu ça passer, et c'est le processus qu'il faut mettre en exergue. Le résultat n'est plus le résultat, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si, dans les étapes de dessin, je suis désolé, je suis architecte, donc tout le monde connaît l'APS, l'APD, le ProDCE, etc. Dans l'approche géotechnique, Fayez et Lippe peuvent assez que moi, donc ils ont un processus, etc. Et en fait, c'est le palimpseste qu'on a, ou le patchwork que j'ai connecté avec le topographe, l'économiste, etc., qui fait l'ensemble. Ce n'est pas chacun dans son... si vous voyez ce que je veux dire. Arriver au robot qui, lui, ce n'est qu'une grosse imprimante 3D, finalement. Donc, c'est un algorithme qu'on mettra en place, etc. Mais rien ne mettra de côté l'aspect humain qualitatif. Monsieur était en train de parler tout à l'heure. Donc, c'est tout ce processus-là qu'il faudrait mettre en exergue. Maintenant, si quelqu'un m'a donné une idée qui est donc une start-up qui sera en concurrence avec, between brackets, un oligarque de l'immobilier, c'est quand même assez utopique, mais c'est l'idée et la pertinence de la start-up, et c'est à ce moment-là que j'utilise ce terme, c'est quelle est la meilleure manière d'aboutir à un résultat en travaillant avec, with, and not against. Et c'est comme ça que le travail collaboratif, tout le monde aura droit à une part de marché. Donc, quelle est la manière la plus efficace et quel est le chemin le plus court? Parce que finalement, tous les métiers qu'on a devraient être une vocation, et pas un métier ou une passion. Mais là, c'est devenu un métier qui ne rapporte pas aussi vite que tout le monde souhaiterait. Donc, c'est là que le terme startup need to be used. C'est pas parce que c'est nouveau et récent, que c'est une idée, etc. Moi, je fais très attention aux termes que j'utilise. Pour ceux que je rejoins exactement une petite entreprise, pour ceux que je parle de qualité de panel, c'est le terme. Tu voyais, je vois complètement ce que vous voulez dire. D'ailleurs, peut-être par rapport les points intéressants que vous avez abordés en termes de chaîne de valeur, la notion d'écosystème, et une partie de la réponse qu'a apporté CNN, comme quoi un moyen de lutter contre ces disruptions de start-up, c'est que la grande entreprise se réinvente et intègre ce disrupt yourself before somebody else disrupts you. En gros, c'est ça la logique. Par contre, comme vous n'avez pas été, comme vous n'avez pas été d'accord, c'est au contraire, je trouve que c'est une richesse. Le désaccord, c'est une richesse. Permettez-moi moi aussi d'être en désaccord avec vous. Je suis évangéliste de start-up. Je milite pour un start-up act au Maroc. La start-up n'est pas la petite entreprise dans le sens où la définition de la start-up, c'est une entreprise qui a un modèle économique à 90% autour d'une solution technologique et qui n'a pas de modèle, qui trouve son modèle économique. Il a la capacité de pivoter jusqu'à trouver son modèle économique et le valider et scaler. Et quand elle scale, quand elle monte à l'échelle, c'est à croissance exponentielle. Donc, pas du tout comparable en termes de petite entreprise. Certes, la région et au Maroc, on manque de success story, mais la tendance, elle est mondiale. Airbnb, une start-up, c'était 2 gars en 2007 qui avaient du mal à payer leur loyer à la fin du mois. Aujourd'hui, 2019, ils valent plus de 50 milliards de dollars et ils sont arrivés à changer le rapport de force par rapport à de gros oligarques, tous les tour opérateurs et tous les acteurs de l'hôtellerie. Alors, peut-être les pays du Maghreb, cette vague de disruption traîne un peu, mais il faut justement encourager cette vague d'innovation. Très rapidement, elle ne traîne pas. Elle ne traîne pas parce que chaque ville a sa particularité. Et quand vous parlez de pays maghrébins, on a cette tendance de penser que ce qui se déroule bien
et huilé ailleurs peut fonctionner chez nous. Mais ce qui bloque les efforts, c'est la notion d'écosystème, c'est la notion de gouvernance, c'est les process, c'est les capacités à lever de fonds, c'est la culture des grandes entreprises pour pouvoir collaborer avec ces startups. D'ailleurs, le parallèle des pays du Maghreb et les pays de la région MENA, ils lèvent 10 fois plus de fonds que de nous. Le classement des top 10 Arab startups, à peine 2 startups maghrébines par rapport les futures innovations qu'il y a. Mais j'aimerais bien laisser complexe. En fait, nous ne sommes pas dans un... Le panel n'a pas pour vocation de parler de start-up et je suis loin d'être un expert. Par contre, juste en termes de bon sens, la défaillance n'est pas une donnée génétique. Quand je suis né au Maroc, quelque part c'est écrit, tu ne pourras pas réussir, ce que tu feras va être médiocre et tu ne seras jamais capable de faire. Donc ça, c'est essentiel de le prouver et de l'arrêter. Par contre, il y a une obligation, il y a une responsabilité accrue sur nous et sur ceux qui vont venir après, de savoir valoriser les mots. Les mots, ils ont un sens, il faut leur donner l'ample de sens qu'ils doivent avoir. Et quand je fais un startup event, c'est pas pour du thé et du chocolat. C'est un événement essentiel pour le pays, pour son envergure planétaire et son impact économique. Et il faudra le porter avec le sérieux nécessaire. Et en ayant les bons ingrédients, les choses marchent. Très bien. Merci pour cette réponse. Par contre, en parlant de transformation digitale dans quelques secteurs que ce soit, on ne peut pas ne pas parler de start-up. Et je vous invite le 26 avril pour les assises de la start-up. La première édition des assises de la start-up pourront sortir avec un start-up act, un projet de loi qu'on porterait et qui pourrait justement créer les conditions pour. Alors, je voulais juste rajouter rapidement quelque chose, parce que c'est vraiment par la transformation digitale par rapport à ça. Il faut comprendre le contexte, on a bien le dire, on est dans le Maghreb, donc il faut bien comprendre un petit peu se situer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un système révolutionnaire dans le domaine de la construction. On parle du BIM, c'est comme si c'était révolutionnaire. Le BIM, c'est quelque chose qui existait dans le manufacturing. On a fait tout simplement calquer quelque chose qui est dans le manufacturing, dans la notion de bâtiment. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y a une étude qui a été faite entre 1995 et 2015, où le département manufacturing, à l'échelle mondiale, il a vu un saut de 85% de croissance, contrairement à une décroissance en domaine de la construction. Aujourd'hui, on est allé chercher un petit peu ce qui se fait et pourquoi il y avait une réussite dans le monde de la manufacturing et pas dans le monde de la construction. Donc, c'est une des... Aujourd'hui, on est en train de calquer, le BIM existait dans le manufacturing, donc on est en train de calquer quelque chose qui a donné des résultats dans le domaine de la construction. Maintenant, aujourd'hui, certes, on parle d'un peu de ce qui va se passer dans le futur, mais comme ça a été dit, le futur démarre aujourd'hui, c'est le présent, mais il faut savoir que le présent n'est que résultat du passé aussi. Donc aujourd'hui, est-ce que nous, on est prêts pour qu'on aille vers cette voie-là? Et si on regarde juste, il faut rester, on parle du collaboratif, mais est-ce que tout le monde est prêt à faire du collaboratif aussi? Aujourd'hui, si vous-même lancez un projet BIM sur la place aujourd'hui, ici je parle du Maroc, qui aujourd'hui est prêt pour faire du BIM réellement? Donc aujourd'hui, et même parler aussi des écoles. Moi je regarde, je dis dans les écoles aujourd'hui, l'informatique, même dans les écoles de génie civil, quelque chose de réel, elle reste quelque chose, soit l'étudiant c'est dans les stages où il fait de l'informatique, ou ça la dernière année. Mais on n'a jamais, contrairement à la mécanique, dès la première année, on va vers de la modélisation, simulation numérique. Moi-même, ça fait 23 ans que je suis dans le monde du numérique. Dans le monde de la construction, c'était toujours l'informatique, c'est après. Donc aujourd'hui, c'est pas révolutionnaire, on est dans un monde de mutation, et donc il faut être prêt pour y aller vers cela. Donc chaque réussite est liée un petit peu à ce qui se passe autour de nous, et notamment les startups qui réussissent, ça dépend un petit peu de ce qu'il y a autour. Ça me fait une excellente transition pour l'axe suivant, qui est l'écosystème, justement, parce que, en fait, on voit que l'évolution, que des technologies, que des pratiques se font partout dans le monde, et peut-être qu'à notre niveau, ça traîne un petit peu plus. Alors, on se pose la question, si c'est pertinent d'intégrer, juste pour intégrer le BIM, pas en tant que technologie, mais en tant que pratique et process de collaboration, d'intégrer la réalité augmentée in-store, le produit même, ou l'intégrer les objets connectés juste pour intégrer les objets connectés.
Le point, c'est qu'on fait face à la dépendance d'un écosystème. On ne peut pas avancer. Le secteur de la construction, pas pour la transformation digitale, ne peut pas avancer sans son écosystème. Les startups ne peuvent pas innover et être des vraies startups perçues ailleurs sans cette notion d'écosystème. Alors, j'aimerais interpeller encore une fois nos panélistes, et j'adresse la question à Sylvie, par rapport à cet écosystème dans les... Quelle évolution? On a vu que tout à l'heure, Sikanem a parlé de partenariat avec les géants du web, avec les GAFA pour capitaliser sur leur socle, leur flux de données et prendre des décisions. Vous représentez peut-être des aspects différents de cette chaîne de valeur avec qui vous êtes amené à collaborer. Et aujourd'hui, quelle exigence nous impose la transformation digitale pour revoir cette notion de système ou de partenariat? Quels sont les partenaires d'aujourd'hui et de demain? Je rappelle effectivement que aujourd'hui, le BIM, ce n'est pas une technologie, tout simplement. C'est une certaine nouvelle philosophie d'affaires. Donc, on passe d'une manière linéaire de travailler, où chaque intervenant, il faisait son plan quelque part, il le livrait à l'autre, et puis l'autre, il le livrait à l'autre. Et l'information, à force qu'elle transite d'un intervenant à l'autre, elle finit soit par se perdre, soit par Puis, on est devant une nouvelle façon de faire, où on a une maquette qui est quelque part un avatar. C'est un avatar d'un futur objet. Et cette maquette 3D, elle est partagée entre les différents intervenants. Donc ce n'est plus d'une manière linéaire, mais d'une manière collaborative. Elle est au centre, et chacun, en fonction des droits qu'il a, pour l'utiliser, pour la déformer, pour rajouter, pour soustraire, etc., il peut évoluer et faire évoluer tous les autres intervenants avec. Donc, du moment que c'est aujourd'hui une nouvelle façon de faire, automatiquement, tout un écosystème va se placer autour de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de clash detection. Bah, rien ne dit que demain, dans le cloud, il va y avoir des gens qui vont mettre en place des maquettes, et dans le cloud, il va y avoir des startups qui vont être montées pour justement s'attaquer qu'à ce problème-là des clash detection, où aujourd'hui, dans le BIM, on parle de bibliothèque BIM. Vous savez que un concepteur, il y a un chantier énorme, rien qu'en référençant les bibliothèques BIM. Vous prenez un électricien, un constructeur électricien, automatiquement, il faudrait que ces objets soient référencés dans le BIM pour que tous les intervenants, bureaux d'études, architectes, etc., puissent l'intégrer dans le maquette BIM. Donc rien que ça, c'est un chantier énorme pour pouvoir un peu intégrer tout ça. On n'a pas encore notre bibliothèque au Maroc, et on a le secteur de la formation. Le BIM, l'un des plus gros problèmes du BIM, c'est la formation. Où est-ce qu'elle est, la formation? Il n'y a aucune. Merci. Ah, c'est que là. Depuis tout à l'heure, Non, on transpire à grosse heures, c'est que là, on fait quelque chose de bon. Donc, autour de la formation, il peut y avoir aussi énormément d'efforts de petites entreprises, de startups, de la plupart qui vont normalement se mettre dans l'écosystème pour que tout ça marche. Et pourquoi tout ça devrait marcher? Parce que, au niveau international, il a été prouvé que le BIM offre aujourd'hui la possibilité d'optimiser plus de 20% du coût dans la construction en moyenne. Donc, il faut qu'on y arrive, et il faut que, je dirais, même en termes de normalisation, que ça devienne une obligation. Hein. Ça, c'est fait ailleurs, je n'entends pourquoi. Voilà, réglementation. En Angleterre, aujourd'hui, c'est que le BIM. Les gens qui ne savent pas faire du BIM, ils les ont exportés au Maroc. Pour reprendre l'expression de Réva. Je voulais juste rajouter quelque chose rapidement. C'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, le BIM, aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie. Formation. Bon, je l'ai dit indirectement, la formation, quand j'ai parlé des écoles d'ingénieurs, donc j'avais bien dit que derrière, on n'était pas prêt. Donc ça, c'est quelque chose qui résume un peu le tout. Ce n'est pas une nouvelle technologie. Aujourd'hui, ça existait il y a 20 ans.
Les Norvèges, c'est en 2004 qu'ils ont obligé le BIM. Les États-Unis, c'est en 2005. Les Émirats arabes unis, c'est en 2014. Pourquoi pas nous? La technologie, elle est là. Justement, le but, c'est de répondre à... Très bien. Le but, c'est gérer également le timing qui est assez serré. Du coup, pour la partie des questions, on va dire comme ça, on prendra les questions. Le but, c'est de répondre à la question à Edith, qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai, il y a des choses qui se font partout dans le monde et la notion d'écosystème. Ouais, c'est vrai, ça ne marche pas ici. Mais surtout, on pourrait faire pour que ça marche, aussi bien au niveau de la formation, des partenariats avec des acteurs technologiques, que les entreprises de la construction et de la promotion soient dotées de centres de R&D, soient donc dotées de l'innovation. Je pense que si Karim a une annonce à faire ou là une réponse à la question, qu'est-ce qu'il y a à faire en termes d'écosystème autour de la construction? D'accord, tout d'abord, je voudrais faire une précision. Depuis tout à l'heure, j'entends qu'on insulte les promoteurs immobiliers d'oligarques. C'est très intéressant parce qu'on a, nous les promoteurs immobiliers, l'image du gars qui se balade en Mercedes avec son cigare, multimilliardaire, etc. C'est peut-être vrai pour certains d'entre nous, mais c'est simplement parce que ces gens-là ont su capitaliser sur leur expérience. Et vous l'avez dit tout à l'heure à demi-mot, nous n'avons pas à pâlir du succès quand il est là. J'ai écrit un livre que je vous invite tous à lire qui s'appelle « Surprenants entrepreneurs marocains », qui est le livre le plus vendu en langue française au Maroc, qui s'adresse essentiellement aux universitaires et aux petits commerçants et aux petites entreprises, moins aux gens de la CGM que je représente aujourd'hui. Mais ce livre est très intéressant parce qu'il vous montre à quel point l'héritage, notamment français, nous oblige à considérer la richesse comme un tabou. Et donc, il y a tout ce processus de dire je ne suis pas responsable, tout ça, on l'apprend dans le vote de notre maman, mais vous pouvez le retrouver dans les livres. Donc, à la base d'oligarques, je parlerai plutôt d'opérateurs, de promoteurs, parce que ce sont eux qui mettent leurs fesses au feu, excusez-moi l'expression, ce sont eux qui investissent, ce sont eux qui jouent leurs économies, leur stratégie, leur argent sur ces projets. Alors, je crois qu'il faudrait plutôt les applaudir plutôt que les traiter des oligarques, parce qu'il y a un côté péjoratif qui, moi, personnellement, me gêne un peu. Maintenant, pour revenir à l'écosystème, je vais partager avec vous une idée qui est quasiment une première marocaine. Nous avons décidé, il y a une semaine à peine, la Fédération marocaine des promoteurs immobiliers, de créer un écosystème. L'annonce a été faite en filigrane hier, je vous la renouvelle aujourd'hui. Nous avons regroupé autour de nous les architectes, les bureaux d'études, les topographes, les bureaux de contrôle. Et nous avons créé un écosystème qui est un écosystème qui va permettre, de créer une chaîne de valeur de collaboration entre nous et de pouvoir travailler effectivement sur les outils comme BIM ou d'autres outils, mais en travaillant en disant, nous, promoteurs immobiliers, on a une volonté de mieux faire. On va donc faire appel à un corpus qui, lui, est un corpus d'hommes de l'art qui vont nous éclairer sur la manière de travailler. Non seulement ça, mais nous avons travaillé également avec l'État. L'État qui est notre premier interlocuteur pour la rapidité d'exécution d'un projet, qui est celui qui nous autorise ou pas, qui nous pénalise ou pas, qui nous fiscalise ou pas, et de là découle la rentabilité des projets qui, si elle est au rendez-vous, nous permet de le dérouler. Et nous avons négocié avec les CRI du Maroc à ce que cet écosystème que nous avons conçu avec nos confrères, on les appelle aujourd'hui les confrères, vous remarquerez qu'on n'a pas encore intégré les matériaux de construction, les cimentiers, les entreprises. On a intégré exclusivement les entreprises parce que pour nous, 80% du chantier se gagne au bureau. C'est dans nos bureaux qu'on gagne nos chantiers. C'est dans nos bureaux qu'on réussit nos projets grâce à cet écosystème. Nous avons négocié également, dans un deuxième temps, le fait qu'au niveau des CRI, qui pilotent nos projets, chez qui on envoie nos plans pour qu'ils soient validés ou invalidés, il y ait, à travers notamment l'architecte, un suivi numérique des projets qui nous permet d'intervenir et arrêter ces allées-venues
Est-ce que vous savez combien il y a de signatures dans un projet immobilier en cours d'exécution? Dites un chiffre, allez-y. Combien y a-t-il de signatures? 10. Qui dit mieux? 20. Combien de signatures dans un projet de construction? Pour un projet immobilier de bout en bout. Vingtaine. Combien de signatures d'administration? 20? Une vingtaine? Une centaine? Alors, monsieur dit une centaine? Si vous dites une centaine? On peut te dire. Oui, il exagère un peu. Alors, allons-y. Très bien. Tenez-vous bien. Nous avons calculé, et parce que nous sommes négociés fermement cet aspect, et c'est pour ça que cet écosystème s'est créé, 144 signatures. Il y a 144 signatures dans l'acte de bâtir pour un promoteur immobilier, c'est-à-dire 144 fourches codines par lesquelles il doit passer pour obtenir enfin un titre foncier qui lui permet de présenter à son client un projet et un collatéral, je dirais, juridique pour qu'il puisse l'acheter. C'est hallucinant. Et donc, nous sommes en train de travailler avec toutes les contreparties, le CRI, la conservation foncière, la direction des impôts, tous les ministères de l'Intérieur. On a bypassé déjà la partie des pompiers. Donc, toutes ces contreparties de l'État qui vont nous permettre, à travers cet écosystème qui est représenté par une partie des gens qu'il y a ici aujourd'hui, de mieux lutter. Un deuxième exemple. Il se pose au Maroc le problème de la classe moyenne. On nous dit, vous, les promoteurs immobiliers, ouais, vous faites que des projets très haut de gamme, quand c'est le cas d'aujourd'hui. Je vous signale que ces projets que vous avez fait aujourd'hui, c'est 5% du marché. 5% du marché. Où se trouve le reste du marché? Dans le logement social. On produit 85% de logement social dans ce pays. Je vous le dis, ce sont des chiffres réels que le ministère du Plan pourra sortir, le ministère de l'Habitat également. Sur cette partie de promotion sociale, combien y a-t-il de classe moyenne? Quasiment zéro. On est dans l'asymptote. Et pourquoi? Précisément parce que la négociation que nous menons, nous, les promoteurs immobiliers, avec notre écosystème qui nous accompagne et qui nous assiste, n'est pas arrivé à trouver un terrain d'entente avec l'État pour partager les problématiques que nous pouvons défendre pour cette classe. Dites-vous bien qu'on n'est pas fous. On n'a pas envie de laisser cette classe moyenne nous échapper, nous les oligarques. On a envie aussi d'adresser. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On essaie de s'arrimer, c'est pas qu'on essaie, on l'a fait, de s'arrimer avec les hommes de l'État pour aller défendre auprès de l'État des dynamiques urbanistiques, dynamiques techniques, des dynamiques de protection. Un exemple, et je vais laisser la parole à mes amis. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Maroc, on est dans 95% des cas en construction R+4? C'est antinomique. On bouffe de l'espace, on gaspille de la... C'est peut-être bien pour l'idée, mais en tout cas, nous, les opérateurs immobiliers, on en a marre de payer des peines et soins parce qu'on est dans de l'horizontal au lieu d'être dans du vertical. C'est triste. Mais qui paye la facture in fine? C'est le citoyen. Et donc, pour revenir à cet écosystème... Non, mais il fallait que je la place. Pour revenir à cet écosystème, sans écosystème, on ne peut pas se battre contre les a priori. On ne peut pas se battre pour améliorer le bâti. On ne peut pas se battre pour aller chercher de l'optimisation qui, in fine, oligarque ou pas oligarque, sert aux citoyens. Merci. Alors, justement, voilà une orientation, une action concrète pour régler les nombreux dysfonctionnements de l'écosystème. C'est être à plusieurs, c'est couvrir l'ensemble des chaînes de valeur. Et ça, aller négocier avec l'État, des projets de loi, des doléances, pour influencer les tendances urbanistiques en termes de paysage, nourrir cette approche et consolider cette approche de collaboration. Et voilà, au final, avoir que le citoyen, que le client final paye moins et que le produit s'élève à ses standards, à ses normes. Namaka, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Je vais poser la dernière question par rapport à l'organisation interne et passer à la salle pour poser des questions. Mais s'il vous plaît, j'aimerais prendre maximum 1 minute pour répondre à la question et comme ça on fait un tour de table à travers tous les intervenants. On va passer la parole l'audience. Pour l'axe organisation interne. En gros, on a parlé d'un certain nombre d'évolutions que la technologie, que le comportement humain, que les tendances mondiales ont apporté. Quels nouveaux métiers clés émergeront dans cette chaîne de valeur et quelles mutations organisationnelles
et structurelle et vision de la collaboration et mode de collaboration seront amenés à changer et comment actionner ce changement? Si vous voulez prendre 2 minutes par intervenant pour nous éclairer concernant ce point. Alors, ça sera 1 minute hors taxe. Hein, alors, oligarque, ce n'était pas péjoratif. C'est juste que vous faites partie d'une classe dominante, par définition. Donc, que ce soit 5% ou 90%, désolé de vous dire que c'est les 5% les plus visibles. Mercedes ou Jeep ou votre voiture n'est qu'un signe ostentatoire de richesse, que ce soit pour un acteur d'immobilier ou autre. C'est triste que le reste est dans le logement social qui a moins de qualité des 5%. C'est pour ça que je vous dis que parfois, les 5% sont beaucoup plus que les 95%. C'est les 5% les plus visibles. Du coupé-décalé qu'on a vu hier en façade, etc., on a plus envie de vivre dans ce genre de bâtiment, dans les 5%, que dans les 95%. Maintenant, revenons à l'organigramme que vous êtes en train de dire. C'est les métiers du futur. Eh bien, figurez-vous que ce n'est plus aux recruteurs de les créer, c'est aux compétences maintenant. On est arrivé à un certain stade où l'organigramme spatial, tout est devenu un open space, donc les bureaux fermés ne servent plus à rien. D'ailleurs, je vous invite à visiter la majorité de bureaux importants, que ce soit ici, dans le bassin méditerranéen ou dans le MENAT, Turquie included. Tous les bureaux des hauts responsables sont vitrés. Bien merge avec la masse populaire qui est les ingénieurs ou qui est autre que ces décideurs. L'idée est la suivante. J'ai eu l'occasion de bosser pour Zaha Hadid, et c'était nouveau pour moi. J'attendais mon premier jour, peut-être à 5-6 ans, j'attendais le responsable pour qu'il donne à peu près rapidement. Et donc je vois un gars, je vous promets, venir en vélo, des vélos qui se plient, je ne sais pas si vous avez vu ça, le gars en pantalon cycliste, vélo, qui débarque, moi j'attends comme ça, place de costume, maghreb, rempli, chemise, machin. Et donc là, il arrive, il dit non, ne vous inquiétez pas, essayez de voir, jetez un coup d'œil sur la maquette, écoutez à fond, et essayez de voir et faites-moi un rapport. Et donc c'est là, c'était à moi de créer l'info que je devais partager, à quel moment donner cette info pertinente, quel est celui qui pourra me répondre rapidement, l'information partagée, les emails, les espèces d'oubli, j'ai oublié d'envoyer, de faire parvenir un fichier WG, etc. Tout ça a été révolu parce qu'on bossait en BIM, parce que la maquette était dans un NAS, dans un disque dur, vous connaissez les disques durs connectés modernes, donc on avait accès à l'information à l'instant T, et dès que l'ingénieur génie civil mettait sa maquette, là, je l'avais déjà. Donc on avait moins de réunions, de jours fixes, comme on appelait, et donc tous les statuts qui se sont créés, ben, ils sont venus par la suite. Là, je parle, on parle de BIM, entre parenthèses, donc tout ce qui est BIM manager, coordinator, BIM modeler, etc., ben, ce n'était plus au responsable de dire « Allez, toi, tu deviens… » Non, non, c'était une question de compétence. Celui qui avait plus d'affinité en modelant était BIM modeler. Celui qui avait plus de possibilités de faire des classes de détection, parce qu'il avait l'aspect chantier, donc il sait comment régler les aspects très rapidement, etc. Et celui qui devait prendre la décision, il faut faire like flash detection entre une BIM, entre une poutre et une duct, qui c'est qui va refaire l'étude? Est-ce que l'ingénieur génie civil ou est-ce que c'est le docteur? Donc tout ça, ça vient, toute cette salade se fait automatiquement. Mais c'est vrai que l'entreprise ou le bureau d'études ne va pas changer. Moi, je préfère utiliser un autre terme, si tu es d'accord, c'est s'adapter. Parce qu'on ne demande pas au bureau d'études ou aux oligarques de changer leur méthode de travail, mais c'est juste de s'adapter rapidement dans ces données. Les grandes entreprises qui ne se sont pas encore équipées de BIM, eux font appel aux startups que mon ami avait suggéré, que dans le cloud, il y avait des startups. Ça existe, c'est très timide. Et puis, pour te faire plaisir, ceux qui gèrent le BIM, ben non, il faut le savoir, assistant. Le monde, devine la nationalité des personnes qui gèrent le BIM dans le monde. C'est des Maghrébins. Pour l'écosystème et justement les réponses ou les mesures à entreprendre dans ce sens vont dans encourager ces jeunes, ces personnes et ces moins jeunes
à faire de la BIM dans leur pays avec des écosystèmes propices. Le fait de ne pas me laisser finir ne veut pas dire que tu as raison. Donc, désolé de te décevoir. Encore une fois, ça m'avait fait plaisir, mais là, je suis obligé de te décevoir. Un bon grand nombre de mineurs sont récoltés par notre ami qui est assis juste à côté de moi. Et donc, figure-toi qu'il y a un grand nombre de mineurs qui sont dans le bassin. Très bien, on va lui passer la parole justement pour répondre à la question suivante. Peut-être c'est Brian, parce que j'ai une question un peu spécifique à lui poser. En termes internes, organisationnels, si possible, voilà, dans la mesure du possible, comme ça on passe la parole à la salle. Quel changement interne l'entreprise comme la vôtre opère et comment activer justement cette culture collaborative pour que des technologies comme la BIM, et enfin, plutôt un process, une pratique, un mode de collaboration induit par une technologie qui est la BIM, soit adopté et on en résulte des produits sur le marché. Donc, comme vous l'avez si bien précisé, c'est des projets organisationnels. Donc, ça nécessite une revue des process, ça nécessite une certaine agilité à mettre en place, etc. Donc, c'est une stratégie qui descend du top management vers l'opérationnel, mais c'est l'opérationnel qui prend ce projet à rapport et qui le définit en axe stratégique bien précise à implémenter. Donc, je dirais qu'il y a plein de technologies qui opèrent aujourd'hui, qui sont une certaine locomotive à ce changement interne. Et s'il y a un changement interne, le business model est modifié, devient disruptif, porté par des technologies disruptives en elles-mêmes. Donc, c'est des projets organisationnels qui créent de la valeur vis-à-vis. Merci beaucoup. Moins de 1 minute, je pense. Parfait, c'est parfait. Sismaïl, quel est le... Je sais, mais bon. Quel est un frein principal que vous rencontrez en tant qu'expert BIM par rapport à l'esprit de collaboration, à la culture interne? Et si on arrive à l'actionner, ça émergerait plus une adoption de la BIM. Oui, c'est une très bonne question. On peut pas la résumer en 1 minute, mais un des points clés, ça a été dit tout à l'heure, c'est l'information. Aujourd'hui, pour aller vers le BIM, il faut sensibiliser les gens et donner l'impact et quel est l'objectif et les avantages du BIM. Et là, ça passe par de la formation, par autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens confondent encore le BIM par rapport à un outil informatique. Et donc, aujourd'hui, je dirais, il faut vraiment être... Moi, j'aimerais bien faire des statistiques aujourd'hui, même les gens qui parlent du BIM, combien de personnes réellement sont équipées en software pour se faire de la vraie matière derrière. Là, ça aussi, c'est une culture qu'il faut... Comment? Je ne dirais pas de chiffres, mais je les connais. Donc, non, je ne dirais pas des chiffres, je les connais. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, un des points, c'est l'investissement en formation, l'investissement en équipement, parce qu'on parle... À cet aspect de collaboration et de faire l'extension de la ville, de par les réseaux d'eau potable, liquide, dont on sait que les investissements sont importantes, on a besoin de cette collaboration intelligente entre nous et la FNPI, et je pense que vous jouez amplement votre rôle, et on essaie même de faire la même chose et être au même standard. Revenir à la question essentielle qui est autour de cette disruption, il faut jamais oublier que ça passe par là. Avant sur les outils, avant d'aller sur les promesses, avant d'aller sur les slogans, est-ce qu'il est fashion ce premier trimestre, ça ne va pas être la prochaine, mais c'est comment le collectif opère de manière efficace. Et si le collectif dans l'armada de l'entreprise ne le fait pas, des gens indépendants sont capables de le faire et de savoir et faire appel aux bonnes compétences, au bon moment et en ayant les bons outils. Et c'est ça, généralement, c'est dans un premier lieu et dans un dernier, un challenge d'organisation, comment le collectif se met en configuration pratiquement de guerre, parce qu'il y a la guerre, quelles sont les différentes menaces? Il y a une menace technologique, il y a une menace concurrentielle, il y a un positionnement stratégique à opérer, il y a besoin de collaborer sur l'ensemble des parties prenantes qui sont autour. Et donc, quelque part, effectivement, il y a un challenge réel de l'ensemble des compétences, et c'est l'écosystème qui permettra à chacune des compétences à être sur son summum, son asymptote absolu, où on aura ce collectif qui va... Ça passera par d'outils que pour produire un collectif. Et vous savez quoi, le super truc, ça dépend que sur des hommes, et c'est que de la matière grise. Et qui sait celle-ci, elle est correctement corrélée, connectée, admise l'une par l'autre, l'outil ne viendra que mettre en exergue, que cristalliser cela. Très bien. On sort avec cette note. Je préfère passer la parole à la salle et comme ça, si vous avez des questions, allez-y.
Vous connaissez l'adage, peut-être qu'il y a les ingénieurs, les architectes et les oligarques. Ah, il parle. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait à peu près tout sur à peu près rien. Un architecte, c'est quelqu'un qui sait à peu près rien sur à peu près tout. Et le promoteur, c'est celui qui paye. En fait, oui, le promoteur, en fait, en étant avec les uns et les autres, il finit par ne rien savoir sur rien. Aujourd'hui, avec le BIM, on va faire en sorte que tout le monde sache tout sur tout. Voilà, c'est ça la conclusion sur l'organisation. Ok, très bien. Alors on sort avec cette conclusion. C'est une histoire de technologie, enfin, c'est pas principalement l'histoire de technologie, mais de culture, investir dans la formation, empowerer le capital humain, investir tout court pour voir ces mutations. Si vous avez d'autres questions, je préfère commencer par le monsieur en premier. Nos panélistes feront un plaisir de répondre. J'adresse mes remerciements au panel d'une qualité exceptionnelle. Mais l'idée essentielle que j'ai retenue, moi en tant qu'architecte enseignant, c'est que le BIM est un moyen de travail de chaîne, collaboratif et conséquentiel, représentant 5% du marché du secteur de l'habitat et non 95%. Laissez-moi finir. Donc, ça, c'est ma synthèse. Hein. Ça, c'est ma synthèse. Représentant 5% du marché et 95%, c'est de l'habitat social. Ça veut dire qu'il ne sera pas du BIM. Première question. Oui, c'est mon point de vue. Je peux me tromper. Deuxième chose, c'est que effectivement, il y a un gros problème que pose le BIM. En tant que formation, la formation n'existe pas à ce niveau. Dans les écoles d'architecture, je pense qu'il y a un moyen, il faut faire de la réforme au niveau des programmes d'enseignement, même au niveau des ingénieurs, des topographes et surtout des juristes. Parce que le BIM, ça inclut une révolution non seulement dans l'acte et dans les nouvelles technologies, mais c'est également dans les droits organisant la profession d'architecte et des ingénieurs. Merci. Merci beaucoup. Madame ? Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être, monsieur? Une dernière, on prend une cinquième question si possible. 1, 2, 3, 4. Bonjour tout le monde. Bon, moi je voudrais réagir par rapport à la notion de concepteur. En tant qu'architecte, c'est dommage que ces Amour soit parti parce que le promoteur, c'est le promoteur. Et donc, il ne faut pas que, à travers toute cette nouvelle notion de travail, que chacun cherche à prendre le dessus dans un travail de groupe. Et donc, nous vivons en tant qu'architectes déjà cette problématique sans le BIM et sans... Et je ne pense pas que s'il n'y a pas une prise de conscience, quand on voit un promoteur, c'est dommage, j'aime beaucoup c'est Amour qui a énormément de qualité, mais il était en train de parler des hauteurs dans la ville, R+4. Alors, c'est pas... Non, c'est pas la question, c'est tellement beaucoup plus complexe que ça, hein, n'est-ce pas? Donc, que chacun fasse son travail. Et je pense que les résultats finaux seront excellents. Bonjour à tous, Faïz Omra, directeur général de l'EICA Geosystème Maroc. Petit aparté, je représente une multinationale suisse qui vient d'ouvrir une première filiale dans la zone africaine et MENA pour favoriser la transition digitale du secteur du BP à l'échelle africaine. J'aimerais juste corroborer avec certaines choses qui ont été dites. La formation, c'est crucial. Le savoir, c'est crucial. La technologie, elle est là. Le BIM, c'est collaboratif. Je pense qu'il faut mettre un peu de l'eau dans son vin, entre guillemets, et changer de mindset. Pourquoi est-ce qu'on n'y arriverait pas? Il y a beaucoup de choses négatives. Oui, c'est compliqué, oui, ceci, oui, cela. Changeons un peu notre mindset. Ça se fait à 2 heures d'avion d'ici. Ça se fait très facilement avec la matière grise qui souvent vient d'ici. Et il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Voilà, je vais juste dire ça. Monsieur Ali Jagor,
moi je veux juste vous rassurer. Oui. Reda, vous travaillez sur un projet intéressant qui est fait par le système BIM. On a quand même un musée qui se fait à Casa qui est encore sur des plans non BIM. Est-ce que vous trouvez ça logique? C'est-à-dire que commençons par hiérarchiser au moins les projets. Moi, je ne comprends pas. Sur les petits projets qu'on n'attaque pas le BIM, à la rigueur. Mais sur du gros projet, on doit obliger le BIM. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire, très clair. Très clair. Je prends une dernière question et comme ça, vous répondez. Vous avez encore une question. Alors, madame, déjà, mais très rapidement, s'il vous plaît, la dernière question. Comme ça, on libère. Merci. Madame Moïse, ingénieure photographe et docteur en génie, d'une société photographique et je suis en fait dans le processus depuis 2010. Donc, par rapport à un sujet, pour ne pas trop tarder, donc par rapport à ce processus, y a-t-il une réglementation, à part la formation qui est cruciale, y a-t-il une réglementation qui gère ça? La dernière question, et comme ça on donne une réponse groupée. Je remercie le panel pour la qualité de l'intervention des échanges. Donc souvent, quand on parle de la transformation numérique, il y a toujours cette nuance entre, et surtout sur la partie user experience, il y a cette nuance entre la technologie et l'action. Par exemple, lorsqu'on définit l'action par la technologie, c'est-à-dire partir de réalité virtuelle ou bien réalité augmentée pour définir des actions, le résultat, c'est un effet de mode. Mais il faut définir donc le choix technologique et aussi l'approche à mettre en place à partir des attentes. La vraie question à se poser, c'est quelles sont les attentes des clients dans l'univers ou bien le secteur des mobiliers. Comme ADCM, là, donc le client attend la personnalisation, il attend l'hyper-choix, il attend l'hyper-service. On est dans un ère nomadisme, mobilité, etc. C'est vrai, donc je partage l'avis de madame que chacun garde sa place, mais c'est le client qui définit la place de chacun. Donc en gros, quels sont les nouveaux comportements clients et les attentes et les usages? Je vous propose de... Reda, vous pouvez répondre à la première réponse et ainsi... Moi, je vais juste répondre rapidement à la question qui a été posée en dernier par M. Rabat. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. C'est un... Enfin, excuse-moi, je dois filer. Et je pense que le café là a été assez fort. Donc, merci à vous tous et puis merci aux modérateurs et puis à très vite. On peut prendre les réponses, les questions. On va essayer de les regrouper. Donc, alors pour les architectes, donc oui, il n'a pas à parler de R+4 ou R+3 parce qu'il y a un Skype. C'est la fédération des promoteurs oui. qui organise oui. le groupement. Oui. Et c'est elle donc qui prend en main. Alors, ça ne doit pas marcher comme ça. Ils ont pris la main parce que la place était vide. C'est notre... Un peu. Ou pas, it wasn't loaded enough. Vous n'avez pas réussi à vous faire écouter. Non, mais je vous promets que c'est le cas. C'est pareil partout dans le monde. Les projets dans le BIM, s'il y en a quelques-uns, ce qu'avait exposé le monsieur juste à côté, it's fine. Alors, c'est très simple. Si un projet comme celui de Zara à Rabat, alors 5 et 80%, c'est raison. Parce que dans le social, vous n'avez pas de climatisation centrale, rassurez-moi. Non, ça n'a pas changé depuis. Donc on ne parle pas de BIM s'il n'y a pas d'interférence, etc. Si le câble continue à passer comme on a l'habitude de faire dans les tuyaux d'arrosage qu'on avait l'habitude de faire. Vous avez posé la question sur ce que c'est la CIM et personne. Enfin, c'était la CIM exactement, la City Information Modeling, c'est le BIM à l'échelle urbaine. Et pourquoi on fait tout ça? La première question qu'on nous pose habituellement quand on parle de BIM, c'est pourquoi on fait? Ça marchait bien au début, pourquoi faire du BIM? Pourquoi faire? Le but, c'est de ne plus rien imprimer dans le futur. Le but, c'est de donner la maquette à l'entreprise de réalisation qui réalisera directement à partir du modèle. Ça, c'est un. Deux,
La ville intelligente, dans quelques jours, il va y avoir un séminaire sur le Smart City. Si on ne fait pas les modèles en BIM, tout ce qui est domotique, bâtiment efficient, etc., ben, ça ne marchera pas, si toutefois on n'a pas ça. Faïz, ce que tu avais dit, je te rejoins pleinement. J'ai juste envie, je finis sur ça. C'est surtout la question de madame par rapport à la réglementation, si on peut... Alors, je suis obligé de répondre à Faïz d'abord pour répondre à la réglementation. Alors, ce qu'on avait dit, pourquoi je vous dis parle de Faïz, parce que j'ai connu Faïz il y a quelques années déjà, sur le projet de Rabat, et en fait, on avait confronté le béton par rapport au modèle numérique qu'on avait fait. Donc, dans la réglementation, dans la réglementation qu'on avait faite, parce qu'on avait créé un truc en interne, on s'était dit que tous les problèmes et toutes les confrontations qui étaient négatives, qui n'étaient pas apparentes sur le modèle numérique, devaient être faites. Donc c'était une réglementation interne. Maintenant, la réglementation dont vous êtes en train de parler, donc la réglementation globale, ben, elle n'existe pas encore pour le moment, parce que les institutions publiques, universités et autres, ne sont pas en civil. Donc on ne peut pas imposer une réglementation à une population dont elle ne connaît pas le BABA. Donc, par exemple, en Angleterre, c'est vrai, et c'est le cas parce que j'en subis les conséquences, tous les projets sont faits en ligne. En France, eux, ils sont un peu plus intelligents, ils ont peur, donc ils attendent que ça soit fait ailleurs et que ça réponde d'une manière fluide. Alors, ce qu'ils font, c'est que tous les blocs sanitaires, tout ce qui est hôpital, clinique, etc., sont faits en BIM. Parce que le lot le plus compliqué, c'est les HVAC et MEP. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ils sont obligés, mais dans quelques mois, peut-être dans une bonne année, tous les projets seront. Merci, merci. C'est Niveau 1, vers du bois 3, c'est idéal. Il ne faut pas oublier quel est l'objectif du BIM déjà. Augmenter en qualité, en productivité et le cycle de vie du bâtiment aussi. Comment on bâtiment qui aujourd'hui, lorsqu'il va construire un bâtiment, il saura pendant 15 ans qu'est-ce qu'il faut dépenser. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là. Et là, c'est un choix du client. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous, merci aux présents, merci aux panélistes. Les débats étaient d'une très grande qualité. Merci à Si Habib Adnan, Si Belmleh, Si Reda, Si Salim et Si Karim Ammar qui nous ont fait l'honneur de participer avec nous.